Bienvenue sur Metal Maniac, un balado d'horreur Québec où je, sous-signé Christophe G, m'entretiens avec des métalleux tripeux d'horreur. Metal Maniac, épisode 5. Hey, salut Alex! Salut, bon vendredi 13. Oui, c'est vrai! Au moment où ça va être diffusé, ça va être un vendredi 13. Wow. Ça, c'est cool. Mais on parle absolument pas de vendredi 13 dans cet épisode-ci, mais c'est pas grave. Hein, c'est toujours plaisant de le souligner parce que on aime ça revisiter des films d'horreur le vendredi 13. Épisode 5 avec Stéphane Lapointe. Une surprise cette année, Stéphane Lapointe. Moi, je m'attendais pas à ça qu'un gars spécialisé en télé, il a fait beaucoup d'humour, il a fait des séries qui sont plus dramatiques. Puis là, il nous arrive avec Patrick Sénécal présente. Moi, j'ai adoré les 5 premiers épisodes. Puis, quand j'ai rencontré dans l'épisode 1 Jean-François Rivard, hein, que je connaissais un petit peu avant, mais quand on a commencé à jaser, il me dit que Stéphane Lapointe, son vieux chum, est un tripeux de films d'horreur et un métalleux. Donc, je l'ai mis dans ma liste. Puis là, voilà, avec les 5 autres épisodes qui s'en viennent cet automne de Patrick Sénécal présente, je trouve que ça fitait très bien. On a parlé de plein d'affaires. Lui, c'est un tripeux. Au niveau métal, lui, il est plus dans l'industriel. Donc, on a parlé d'un paquet de groupes, le fun de cette scène-là. Mais qu'est-ce qui est cool, fait qu'avec Alex ce soir, on a discuté un peu de peut-être parler de un film de 1997 qui est réalisé par un grand réalisateur. Hein? On le connaît beaucoup pour la série Twin Peaks, qui a eu un long métrage par la suite pour essayer de fermer la parenthèse des 2 premières saisons. Hein? Wild at Heart. Hein? C'est pas de l'horreur, mais c'est fucked up. Mm-hmm. Mulholland Drive, il y a quand même des éléments horrifiques qui étaient vraiment repris, évidemment, dans le film. Qui étaient initialement dans le film Lost Highway. Un peu, Mulholland Drive, c'est un peu comme sa suite. Une cousine, si on veut, mais Lost Highway, 1997. Tu te rappelles quand est-ce que tu l'as vu la première fois, toi, Alex? Je me rappelle très bien de la première fois où j'ai vu le film. C'est à l'époque, c'était à sa sortie. J'étais déjà fan de David Lynch depuis plusieurs années, puis on est allé le voir j'allais voir avec des amis. J'étais à cette époque-là. Je finissais le cégep où je commençais l'université. J'étais allé avec des amis. J'étudiais au conservatoire de musique. On est allé voir ça ensemble. On avait un trip. On a eu un délire sur la trame sonore. On écoutait ça à tous les jours, non-stop. Là, parce qu'il y a eu on était une gang à tripper là-dessus. Fait que oui, je me souviens surtout de comment je me suis senti quand je suis sorti du film. Ouais. J'avais l'impression à ce moment-là j'étais à jeun, là, j'étais tout à fait dans un état à jeun, mais j'avais l'impression de sortir d'un bad trip. Ouais. C'est assez l'horreur de Lynch. C'est jamais. On n'est pas dans le gore jamais. Des fois, il y a du sang un peu. On se rappelle de Blue Velvet. Il y avait une oreille. Hein, c'était ça, une oreille? Ouais. Dans Lost Highway, il y a du sang un peu, mais on est dans un cauchemar réveillé. Oui. On ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Il joue avec notre tête. Là. Tout le temps. David Lynch a souvent joué avec notre tête. Je te dirais que c'est le film c'est le film qui renvoie le plus au fantastique et à l'horreur depuis son Eraserhead, qui était justement une espèce de... C'est comme si on assistait à une espèce de cauchemar réveillé. Fait qu'il y a toujours un côté très onirique dans son cinéma. C'est sûr qu'on n'est pas dans un film d'horreur à proprement parler, comme on l'entend souvent, puis comme la perception du genre qu'on peut avoir. Là, on n'est pas dans les clichés, là. Ça c'est sûr. Mais on n'est pas dans les clichés, mais il y a beaucoup d'éléments qui se rattachent au fantastique. Il y a des éléments qui touchent quand même à l'horreur. Puis est-ce qu'on parle du film tout de suite plus, ou puis on va vers la trame sonore ensuite? Je sais pas comment. Oui, on est dans le film. On est dans le film. Bon, restons dans le film. C'est un film que j'ai vu après à plusieurs reprises, là, que j'ai revisité plusieurs fois.
Oui, d'ailleurs, bon, je sais que pour ceux qui nous écoutent à l'audio, des fois, on aime ça présenter nos trucs de collection. Alors, moi, j'ai les 2 VHS, une en français, Route perdue, puis une en anglais. C'est la VHS qui était avec une édition widescreen, ce qu'on ne voyait pas souvent. Ouais. J'aime beaucoup plus cette jaquette-là où on voit le bas du visage de Patricia Arquette. Oui, Patricia Arquette, que plusieurs ont sûrement déjà vu dans Nightmare on Elm Street 3. Oui, ben oui, c'est vrai. Freddy's 3, Freddy, c'est ça, ouais, c'est ça. Ah oui, on peut l'appeler Freddy's 3. Hein. Les Français l'appelaient comme ça. Hein? Freddy 3, oui. Donc, c'est ça. Tout ça pour dire que je l'ai vu plusieurs fois. Puis il y a comme deux grandes théories d'interprétation. Il y en a une, en fait, pour résumer brièvement, c'est l'histoire d'un saxophoniste, un musicien qui est saxophoniste. Bill Pullman. Joué par Bill Pullman, qui est avec sa femme qui s'appelle Renée, qui est jouée par Patricia Arquette. Puis leur relation va bas de l'aile, ça va pas très bien. Lui est un petit peu jaloux, il soupçonne sa femme d'avoir une liaison. La relation est pas très étrange, mais c'est surtout qu'il reçoit des cassettes vidéo qui montrent des images comme une espèce de home invasion. Il y a quelqu'un qui filme l'intérieur de sa maison. Il reçoit plusieurs cassettes comme ça, puis il comprend pas trop ce qui se passe, puis il y a comme une espèce d'intrigue. Puis finalement, sa femme finit par être assassinée. Et lui, il est accusé du meurtre. Puis au moment où il se retrouve en prison, il y a une espèce de moment où il y a une espèce de métamorphose. Ce personnage-là devient un autre type qui est beaucoup plus jeune. Oui, un autre acteur, Balthazar Getty, qu'on avait vu dans Natural Born Killers, justement. Oui. Donc, Balthazar Getty qui joue Pete, qui comme il se retrouve dans cette cellule-là, puis que c'est pas lui l'accusé, est libéré. Donc, il vit sa vie, puis il retourne vivre sa vie. C'est un mécanicien. Puis il rencontre un mafieux un peu étrange, puis une autre femme fatale qui est encore jouée par Patricia Arquette, Alice, qui est en fait le portrait craché de la femme de Fred. Les cheveux d'une autre couleur. Oui, la première est brune, l'autre est blonde. Fait que, on est dans des éléments du film noir. On joue beaucoup avec l'espèce des relations sulfureuses, la beauté fatale. Des grandes robes longues, sexy, mystérieuses. Le gangster, donc. Puis, fait que toute cette espèce de mystère autour de ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe. Fait que il y a une théorie qui dit que, dans le fond, tout ça se passerait dans la tête de Fred. Quand il se ramasse en prison, il y aurait comme un épisode où il imagine tout ça. Puis, il y a une autre théorie qui penche plus vers une espèce de version moderne de Faust. Faust, c'est un récit qui a été écrit, c'est allemand. Puis ça raconte l'histoire justement d'un gars qui fait un pacte avec le diable puis qui revit une deuxième vie en étant plus jeune puis en vivant toutes sortes de choses qui profitent de la vie. Fait qu'il y a ce serait comme une espèce de twist moderne de ça. Et le diable qui pourrait être représenté par le Mystery Man, joué par l'inquiétant Robert Blake, qui glace le sang à chaque présence avec son teint blanc. Ses yeux profonds, complètement noirs. Là, puis, sa petite bouche, là, il est... il est vraiment inquiétant. C'est un petit homme, en plus, il est vraiment... c'est presque une petite personne de mesurer 5 pieds, mais il a l'air dangereux. Mais puis il était dangereux dans la vraie vie aussi, hein? Oui, il était dangereux parce qu'il a été accusé du meurtre d'une de ses ex-femmes. Mais finalement, il a été acquitté là, parce que je pense que la preuve était pas. En tout cas, il y a eu des problèmes au niveau de la preuve qui a été présentée au niveau légal. Donc finalement, il a été acquitté puis il espérait avoir une carrière d'acteur parce que lui, en fait, c'est un acteur enfant. Il a commencé très, très jeune au cinéma. Mais bref. Mais donc, il est terrifiant dans ce film. Il est vraiment terrifiant. Puis on pourrait le voir comme une représentation, en tout cas du mal. C'est une forme de mal incarné. Si c'est pas le diable, c'est la mort ou c'est quelque chose qui représente ça. Quelque chose de surnaturel un peu à un moment donné. Parce que au personnage principal de Bill Pullman, il dit qu'il est chez lui présentement. C'est comme on est ailleurs. Oui. Puis quand il dit justement, ça se peut pas, t'es pas chez moi, t'es devant moi, il dit appelle-moi.
Puis quand il signale son numéro de téléphone, je pense qu'il y en a... Je me souviens pas de ce détail-là, mais j'ai lu que les derniers numéros, c'était 666 quand il téléphone. Mais bon, peu importe. Mais quand il appelle, c'est lui qui répond donc au téléphone. Là, puis là, il y a son espèce de rire machiavélique, là, vraiment terrifiant. Donc, tous ces éléments-là. Puis, dans ce film-là aussi, ce qui est intéressant, bon, il y a cet aspect fantastique-là. Puis, il y a aussi un côté assez tordu, malsain. On parle, tu sais, vers la fin du film, on découvre un peu la nature du gangster qui fait affaire avec des gens qui sont dans le milieu de l'industrie du film porno, mais du snuff. Ouais. Donc, il y a des meurtres dans un film pornographique. Et on reconnaît les gens de... c'est Twiggy Ramirez et Marilyn Manson qui jouent dans ces fameux films tordus-là. Puis c'était, à l'époque, on les connaissait à peu près pas. Je pense que est-ce que Antichrist Superstar était sorti à ce moment-là? Non, mais Marilyn Manson avait déjà sorti un ou deux. Antichrist Superstar, c'est son deuxième? C'est son deuxième long. Il y avait eu un EP avant, mais c'est American of a Portrait of an American Family, son premier. Puis après ça, Smells Like Children avec des covers. Ouais. Donc, il y avait déjà ça qui était là parce que c'était quelques années auparavant. Même chose pour... fait qu'il y a Marilyn Manson qui est dans le snuff. Puis il y a une chanson qui paraît aussi sur la trame sonore, en fait, c'est une réinterprétation de I Put a Spell on You, qui est une chanson Non, je vais être obligé de te réfuter. La tune de Marilyn Manson, c'est Apple of Sodom, une tune très louche, très lente. Apple a Spell on You, là, justement, c'est pas lui qui a fait la reprise? Il l'a refait, mais sur Smells Like Children, qui était le EP qui était sorti pas longtemps avant. Mais cette chanson-là se retrouve dans le film aussi. Hey, t'as raison. Bon, OK. Moi, je dis n'importe quoi. La tune 15, c'est effectivement ça. Je m'excuse. Donc c'est cette chanson-là qui est sa relecture. Ouais. C'est pas une chanson de lui, mais oui, il y a une autre chanson de lui dans une autre pièce. C'est une belle reprise en plus. Oui, c'est vraiment une reprise intéressante. Il a vraiment fait quelque chose il n'a pas repris là. En fait, c'est méconnaissable parce que si on se rappelle de la pièce originale de Screaming Jay Hawkins, dont je vous avais parlé dans le premier épisode du podcast, Tout est dans tout. Ouais. C'est ça, c'est vraiment un autre style complètement. C'est vraiment intéressant. Écoute, après ça, c'est sûr qu'il y a Nine Inch Nails aussi qu'on retrouve dans la trame sonore. Tu voulais-tu dire quelque chose? Oui, parce que justement, Trent Reznor, Marilyn Manson était le protégé de Trent Reznor de Nine Inch Nails. Puis c'est lui qui a été le producteur exécutif de la trame sonore. C'est pour ça que justement, il a donné une ligne un peu industrielle à justement à l'enchaînement de chansons. Puis il y a une couple de tonnes de... Nine Inch Nails, il y en a combien là-dessus? Il y en a... En fait, il y a des tunes qui sont produites par Trent Reznor, puis il y a la tune de Perfect Drug de Nine Inch Nails qui avait vraiment bien fonctionné à l'époque. Je pense que vous connaissez déjà Nine Inch Nails. Là, il y avait The Downward. Il y avait 2 albums qui étaient déjà parus. Là, les 2 premiers qui sont d'excellents albums. Pretty Machine, Downward Spiral, Broken. Non, moi, je suis un fan de Nine Inch Nails. Donc, mais je pense que ça l'a permis à ces artistes-là d'être découverts vers un autre genre de public, je pense, puis ça a attiré les gens qui les aimaient déjà vers le film. Là. Je pense qu'il y a eu comme une espèce de rencontre là, entre les fans de Lynch et l'univers musical. Tu sais, Lynch avait déjà exploré un petit peu le métal dans Wild at Heart avec Power Mad, un groupe trash. Là, il y avait une chanson qui revenait souvent dans une chanson de Power Mad. Là. Abrasive. Là, très trash. Ça choquait dans le film aussi. Tu t'attendais pas à ça. Non, ça clenchait, puis on voyait Nicolas Cage faire des savates là, sur cette musique-là, habillé en Elvis. C'est un beau délire cinématographique. Donc, il avait déjà exploré un petit peu ces avenues-là, mais là, on est vraiment dans le métal plus industriel. Et je pense que... Oui, j'allais dire qu'il y a du David Bowie aussi. Tu sais, David Bowie qui commençait justement à triper pas mal l'industriel, faisait des tournées avec Trent Reznor. C'est tellement bonne, ça tourne à excellente cette chanson qui démarre le film avec la route justement qu'on voit. Fait que c'est associé à cette scène-là. Puis David Bowie, en fait, qui avait déjà collaboré aussi dans un petit rôle dans le film Twin Peaks.
Fait que peut-être que ça a aussi créé peut-être qu'ils se sont dit à ce moment-là, on pourrait faire une collaboration musicale aussi pour Lost Highway. J'imagine que ça a dû aider à... Peut-être pas non plus, mais en tout cas, je présume. Là, ouais, ça ferait du sens, là. Ouais, puis c'est ça. Et pour la trame sonore, moi, j'ai la version, je présente la version vinyle là, pour les gens qui sont en audio. Là, nice. Donc, double disque, super disque, super édition. Il y a Rammstein qui je pense, qui a été découvert par plusieurs grâce à ce film. Ben oui. Il y a 2 titres de Rammstein qui sont très efficaces aussi. Ouais. Comment ils sont amenés dans le film, c'est parfait, je trouve. C'est tellement bien fait. Ben moi, c'est ça. C'est là que je les ai découverts aussi. Puis même une toune qui s'appelle Rammstein, un peu comme Voivode, la toune Voivode, eux autres, ils se présentent. Rammstein. Là, tu faisais comme, qu'est-ce qui se passe? Hein, c'est en allemand. C'est donc bien particulier. Tu sais, moi, je respecte beaucoup Rammstein pour avoir su garder leur intégrité puis garder leur langue. Hein. Il y en a tellement pas beaucoup des gens qui chantent pas en anglais, hein, tu sais, qui décident pas, tu sais, comme on a beaucoup d'artistes québécois qui décident de chanter en anglais. C'est bien correct pour le succès international, mais tu sais, il y a une couleur. Tu sais, que tu peux pas avoir autrement, la consonance de la façon qu'ils chantent. Puis, vraiment, Rammstein... Ça fonctionne bien avec le style, leur style, leur univers musical. En tout cas, je sais pas, ça apporte quelque chose. D'un point de vue extérieur, en tout cas, là, peut-être qu'en Allemagne, ça change pas grand-chose pour eux, mais je pense que pour ce côté-ci de l'Atlantique, je pense que ça a apporté une couleur différente. Mais aussi, dans le métal, il y a plusieurs artistes qui ont choisi de faire des trucs dans leur propre langue. On l'a vu beaucoup dans le black metal. Oui, c'est vrai. Au Québec, puis dans le métal au Québec aussi, on en a vu quelques artistes qui ont choisi de faire des trucs en français. Outre-tombe. Oui, par exemple. Puis Forteresse, Anonymous et plein d'autres, le Barf. Oui, chapeau. Non, mais c'est vrai, puis qui ont quand même connu un certain succès en dehors des frontières. Là. Mais c'est typique, je pense que c'est propre à ce genre-là, peut-être. Là. Je veux pas... peut-être que je dis des niaiseries, là, mais c'est vrai que quand on est plus dans le populaire, dans le rock, ça, on veut être plus... on va aller... chercher plus, donc on va plus vers l'anglais. Fait que oui, effectivement, Rammstein qui fait son truc en allemand, puis ça ajoute quelque chose aussi un petit peu de je sais pas, il y a le mystère, on sait pas. Maintenant avec Google, on peut quand même essayer de trouver c'est la traduction des paroles, on peut, mais dans le temps, là, c'était l'Internet, c'était pas ce que c'était. Fait que, on savait pas ce qui se passait. Puis après ça, par la suite, il y a eu les spectacles de Rammstein avec de la pyrotechnie, des décors à la Giger. Tu sais, là, ils s'en viennent, là, je pense, l'année prochaine, là, si c'est pas reporté encore, mais ils font des concerts absolument incroyables. Justement, on en parle avec Stéphane. On avait choisi Lost Highway parce que Stéphane trippe sur Snail, sur Marilyn Manson, il l'a aimé longtemps, il est allé voir un peu partout. Rammstein, une belle anecdote sur Rammstein dans l'entrevue. Donc, mais oui, c'est tout ramené à ça. Puis je pense que Stéphane, dans son entrevue, parle beaucoup aussi il était très attiré parce qu'il touche beaucoup aux atmosphères. Et au psychologique, à l'horreur psychologique. Donc, il y a un peu de tout ça qu'on retrouve dans l'univers de Lynch, mais particulièrement dans ce film-là. Fait qu'il y a comme vraiment tout se rejoint un peu. C'est un beau point de départ pour découvrir Lynch, je dirais aussi, parce qu'il y a déjà pas mal l'ensemble de ces thématiques, de ces sujets de prédilection qui ont déjà été exploités avant, dans Twin Peaks, dans Blue Velvet, dans tout ce que tu as nommé, puis je trouve qu'il a réussi à condenser tout ça dans Mulholland Drive, qui est pour moi c'est mon film préféré à vie. Là. Toutes catégories confondues, j'adore Mulholland Drive. Et là, Lost Highway, il y a vraiment un côté encore plus sale, crade, plus punk. Puis il y a aussi un caméo de Henry Rollins en gardien de prison. Fait que aussi un petit clin d'œil intéressant à l'univers justement punk, là, justement, tu disais plus. C'est vrai. C'est vraiment intéressant. Puis bon, c'est sûr que le reste de la trame sonore, ça se transporte beaucoup un petit peu de trucs, un petit peu dub, reggae. Il y a une tonne de Smashing Pumpkins qui était c'est vrai, il y a Smashing Pumpkins, c'est vrai. Vraiment cool. Qui marchait bien, un band qui marchait bien à l'époque.
électro un peu, était très cool. Puis évidemment, il y a Angelo Badalamenti, absolument pas métal, mais Angelo Badalamenti, c'est le compositeur attitré de Lynch. Il a fait pratiquement tous ses films. Puis j'ai eu la chance de faire autographier ma pochette, on le voit pas très bien ici, par Badalamenti, mais je l'ai pas rencontré. Ça s'est passé par la poste parce que il a déjà fait une musique pour un jeu d'Ubisoft pour lequel je travaille. J'avais pu avoir de l'encre mis sur ma pochette et ma pochette de mon DVD. Puis écoute, on disait que tout est dans tout. Là, on faisait des liens tantôt par rapport à d'autres épisodes, puis on peut revenir à Anthrax aussi, parce qu'Angelo Badalamenti a aidé aux arrangements de la pièce Black Lodge d'Anthrax. Oui, sur Sound of White Noise. Ben oui. Une excellente power ballade, soit dit en passant. Et, avec le vidéoclip aussi qui fait penser à du Black Lynch, Lodge, qui est une référence aussi à l'univers de Lynch avec Twin Peaks. D'ailleurs, il y a des... David Lynch aurait dit, mais moi, j'ai jamais... En tout cas, j'ai pas trouvé d'extrait ou de trucs qui corroborent ça. Mais, il y a une légende. C'est quoi la légende? En fait, il y a des gens qui disent que Lost Highway se passerait, que David Lynch aurait dit que Lost Highway se passe dans le même univers que Twin Peaks. OK. Mais, écoute, parce qu'il y a des choses, il y a des éléments du mal, la représentation du mal, il y a des univers parallèles, il y a comme des mondes parallèles, il y a des trucs temporels aussi. Okay. Mais moi, je pense que c'est juste des thématiques. Honnêtement. Non, c'est ça, exactement. On est chez Lynch. Exactement. On est souvent dans l'onirique, dans des choses un peu qui sont inexplicables, des trucs mystérieux, qui peuvent s'expliquer selon notre interprétation. Bref. Ce film-là, je le recommande. S'il y a des fans qui s'intéressent à l'horreur, là, des fois, on va triper slasher, film gore, film de possession, film de zombies, mais il y a l'horreur, des fois, psychologique qui peut venir vraiment chercher une corde sensible chez des... Puis je pense qu'il y a pas mal d'amateurs d'horreur qui s'intéressent à Lynch aussi. Fait que c'est un beau film à revisiter ou à découvrir. Je suis complètement d'accord. J'ai vraiment le goût de le réécouter parce que c'est ça, ça joue avec le malaise. Il y a la peur aussi parce que c'est tellement inattendu qu'est-ce qui se passe. Puis surtout, même quand on a déjà vu ce film-là, on peut quand même être surpris. Puis visuellement, c'est un plasticien, un esthéticien incroyable, Lynch. C'est des belles images. Puis au niveau audio et visuel, c'est wow. Hein? Oui, non, c'est un artiste à part entière. Puis c'est vrai qu'il crée. Souvent, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Des fois, il y a des scènes, il ne se passe rien pendant longtemps, mais il crée juste une ambiance. Il travaille beaucoup avec le son, avec la texture des images, avec des éléments un peu étranges. Puis des fois, il y a des scènes qui sortent de nulle part avec des situations complètement absurdes, avec un certain humour décalé aussi, des fois. Oui. Étrange, des personnages qui sortent de l'ordinaire, qui sont pas vraiment, qui sont juste là pour créer juste quelque chose un peu décalé, out of the blue, là, mais c'est vraiment... En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Puis, c'est ça. Je trouvais que ça amène bien la conversation que tu as eue avec Stéphane Lapointe. Vraiment, beau flash, Alex. Merci d'avoir apporté cette idée-là puis d'avoir discuté de Lost Highway avec moi. C'est un film que j'aime beaucoup aussi, que je me rappelle, moi, en 97, quand j'avais eu vent du film, j'avais vraiment hâte de le voir. J'étais dans l'Ouest canadien, bohème, en cueillant des fruits, puis j'avais pas d'argent pour aller au cinéma, mais quand je suis revenu dans mon patelin à Chicoutimi, première chose que j'ai fait, j'ai loué ce film-là, et là, j'ai pogné de quoi. Mais ouais, je vais me retaper ça sous peu, ça c'est clair. Merci encore, Alex. Toujours un plaisir de jaser. Plaisir partagé. De films, de musique, puis on vous laisse, chers auditeurs, téléspectateurs, avec mon entrevue avec Stéphane Lapointe. Hey, salut! Comment ça va? Ça va bien toi-même? Allô? Ça va super bien. Hey, merci. Oui, un beau setup, ça sonne bien. Oui, on a Tim Burton, excellent. Ex Machina que j'ai adoré. C'est Robert Smith. Ah ouais! OK, mais je pensais que c'était Tim Burton. Ils ont quand même un look assez similaire. Nice. Voilà. C'est ton bureau, ça. T'as peu. OK.
Hey, merci d'avoir accepté. D'habitude, mais là, on dirait que ça a tombé de même aujourd'hui. Moi, j'ai pas ce problème-là. Je me suis rasé, hein, pour être je commençais à être un petit peu barbu. Hein, la pandémie, on voit pas beaucoup de gens, il n'y en a pas l'occasion beaucoup de faire des rencontres. Puis là, hey, pour une fois que... en fait, pour notre première rencontre, on s'était jamais rencontrés avant. C'est vrai. Non, c'est ça. J'ai l'impression de te connaître un peu. Bon, évidemment, Facebook, puis je connais un peu ton œuvre, mais là, c'est le fun qu'on puisse jaser de films d'horreur puis de musique ensemble ce matin. Ce matin, hein, parce que d'habitude, j'enregistre le soir avec une bière, mais là, j'étais avec un petit café. Ah oui, moi aussi. Bon, tiens, tu chill. Je vais essayer de partir mes écouteurs comme du monde. Je pense que je ne suis pas relié à mes écouteurs. Alors là, on est live en ce moment? Oui, moi j'enregistre. Moi, on est live, là, tout. Oui. Pas de live. On gaspille pas de tape. Non, on n'a pas besoin. Il faut que ça soit spontané. Tu sais, c'est une conversation. Il faut que ça soit le fun. Puis moi, j'aime pas ça que ça soit trop. C'est pour ça que je t'écoute chaque semaine. Ah, là. Ça une fois par mois. C'est ça, c'est une fois par mois. Mais j'en réécoute des fois. Merci. En fait, j'ai lancé le bal avec Jean-François Rivard, un bon ami à toi, puis c'est grâce à lui que j'ai su que tu étais aussi un métalleux, en plus d'être un fan de films d'horreur. Donc, c'est bien le fun. Stéphane Lapointe, épisode 5, Métal Maniaque. Moi, je passe ça habituellement avec une petite bio là, de mon invité. Je vais essayer de pas trop m'éterniser, parce que des fois, là, j'ai tendance à y aller, là, puis ça finit plus. La dernière fois, c'était avec Charlie Benante d'Anthrax, puis je pense que j'ai parlé pendant 7 minutes. Là. Il était épuisé à la fin. Alors, c'est bon. Donc, Stéphane Lapointe, natif de Québec, né en 71, 50 ans cette année. My God, hein? Mais tu as commencé de bonne heure dans l'industrie de la culture, du divertissement. Selon mes recherches, tu as commencé chez Crow en tant que rédacteur. Tu avais genre 15-16 ans. Safarir est venu pas longtemps après. Mais beaucoup d'humour dans tes débuts, hein, Sans limite, Samedi PM, Pauline Martin, que j'écoutais toujours, Histoire de filles. Tu as réalisé aussi quelques longs métrages, hein, parce que tu es aussi réalisateur, en plus d'être scénariste et rédacteur, surtout réalisateur aujourd'hui. Quelques longs métrages, on peut nommer Les Maîtres du suspense, qui flirtaient un peu avec le genre aussi. Des courts métrages, hein, comme Jardin d'Éden, hein, en 2009. Mais on te connaît surtout comme réalisateur à la télé. Puis j'ai été quand même étonné. Je t'ai peut-être même vu à l'époque, je m'en rappelle pas, ça fait quand même longtemps, 95, la course Destination Monde. Malade quand même, ça devait être fou comme expérience. Le Bye Bye de RBO en 2006. La série Tout sur moi, que bon, il y a beaucoup de gens qui ont vu, ultra populaire. Fait divers aussi, des nominations, des Gémeaux, tout le kit en ouais par là. Et Patrick Sénécal, que les fans de genre t'ont plus découvert. Bon, il y en a peut-être tes courts-métrages à Spasme, peut-être à Regard, peut-être à Fantasia. Fantasia aussi, on va te voir, parce que là, l'épisode va être diffusé vendredi, le 13 août. Notre épisode, là, le Métal Maniaque. Donc, le 18 août, il va y avoir un panel sur les séries de genre au Québec avec notamment toi et Jean-François Rivard et plusieurs autres invités. Patrick va être là aussi. Ben oui, Patrick Sénécal en plus. Ça va être un beau panel gratuit diffusé sur, je pense, le YouTube de Fantasia. On peut s'inscrire si on veut interagir. T'es aussi un fan de films d'horreur, ça c'est cool. Un vieux chum de Jean-François Rivard. Bon, voilà, c'est dans mon CV, ça, hein? Okay, ouais. Et je ne sais pas si tu étais un ancien métalleux ou si tu en écoutes encore. Jeff me dit que vous aviez eu des trips, vous êtes promenés, vous avez fait les rounds. Ça reste tout le temps dans notre vie, quelque part. J'ai encore un pied là, puis j'ai un petit dark side que j'explore de temps en temps, puis que je... Parce que les métalleux... Précieusement, mais il est plus fort que moi, là, tu sais. Ouais. J'ai grandi... Ouais, ça a commencé comment le métal pour toi? Moi, je pense que j'étais un fan de Kiss. J'ai un petit gars des années 70, là, fait que j'ai dû voir à la TV une image d'un show de Kiss, puis j'ai été vraiment marqué par ça. Puis je suis devenu obsédé par Kiss pendant vraiment... toute mon enfance, puis mon début de mon adolescence. En tout cas, Kiss a tout le temps été là. Ouais, hein? Mon père avait
peinturé les grosses lettres de Kiss sur mon mur de chambre. Ah ouais, wow! Fait que tes parents, tu sais, ils étaient pas inquiétés par ça, là. Ils embarquaient dans Non, j'allais en voyage, puis j'allais dans une boutique, là, j'achetais les chars à coller de Kiss, là, avec des posters. Ça a commencé là, un peu. En même temps, c'est tout le temps un peu relié. On va parler d'horreur et de métal, mais c'était très là vers les trucs qui font peur. Mais l'imagerie de Kiss, tu sais. La notion, Kiss, ça fait très peur. En tout cas, pour un petit gars de 8 ans, c'est pas pire. Est-ce que tu avais vu le film à l'époque? Oh my God, non, le plus tard possible. Ça. Non, je l'ai vu plus tard, là, parce que j'aurais décroché vite. Il fait pas peur, lui, hein? Non, c'était un petit peu raté, ce film. Oui, tu sais, c'est so bad it's good, hein? Côté 17, genre, dans le TV Blue. Non, c'est ça. Fait que Kiss, mais après ça, j'ai tout le temps voulu aussi savoir les niveaux bands. J'étais intéressé par la musique en général. Ouais. Et je fouillais toujours à la découverte de nouvelles sensations musicales, mais très jeune, là. J'allais dans les magasins de disques. Puis dès que j'avais de l'argent de poche, j'allais m'acheter des vinyles. Puis, Ah ouais, hein? Est-ce que tu collectionnes encore? Les vinyles, la musique, oui. On a perdu un peu le fil à un moment donné du vinyle, mais j'ai tout racheté mes classiques, puis les albums importants de ma vie sont tous là. Puis en tout cas, j'aime ça, des fois faire des cérémonies, le placer, l'écouter au complet un peu. Je sais pas, j'aime ce rituel-là. Ben oui, on est tellement déconnecté de ce rituel-là maintenant avec les plateformes parce que c'est scroller une liste, OK, on peut suppléer, c'est une tonne, c'est pas un album. Bon, on peut écouter un album, mais on n'a plus même la petite aiguille, puis là, le son, puis je sais pas, il y a quelque chose d'envoûtant qui fait du bien, je sais pas, qui me connecte au passé, je sais pas. La musique live, est-ce que c'est quelque chose que tu aimes? Est-ce que tu aimes ça aller voir des shows? J'aime beaucoup ça aller voir des shows. J'aime beaucoup ça. J'aime ça quand il se passe de quoi sur scène. J'aime ça. Il y a un peu de décor, des décorums. Non, mais j'aime tu sais, comme Jean-François Rivard disait aussi, moi j'aime le côté théâtral de la musique aussi. J'aime ça. J'aime, mettons, Nick Cave, j'aime ça aller voir. Je trouve que c'est l'ambiance. Poète, dark. Sur scène, il est extraordinaire. Oui, mais c'est lié à l'horreur quand même, hein? Nick Cave, les Murder Ballades, c'est tout le temps très, très sombre. C'est quelque chose de monde dark, puis ça, j'aime ça. Marilyn Manson, ça a été quand même. Que j'ai mis mon chandail pour toi aujourd'hui. Je savais que tu étais fan. Oui. Écoute, ça me touche beaucoup. À 2003, en tout cas, tout ce que fait, les clips, les pochettes, les albums, les productions, toute sa direction artistique, ça m'a fasciné. Là. Je trouve que c'est l'artiste le plus intéressant de cette époque-là. Ben oui. Et quand est-ce le premier show de lui que tu as vu, c'était quoi le premier show de Manson? Je l'ai vu au Medley. Ah ouais, hein? Une petite salle là, qui était surbondée. Il faisait tellement chaud. Là. Ça ne devait pas être legit. Légal, le service des incendies. Pas non, je pense pas que c'était legit. Il y avait trop de monde. C'était très punk. C'était très... On savait pas... Il y avait un feeling. Tu sais pas si tu vas sortir vivant. Là. Il était... C'était quel album, ça? C'était-tu... À l'époque, il se coupait avec des bouteilles. Là. Ah oui, ben oui. C'était Antichrist? Il arrachait le truc d'éclairage, puis il demandait au monde « Spit on me », puis là, il y avait des crachats. Une promenade de crachats qui revolaient sur là. C'était comme « My God, qu'est-ce que c'est ça, cette bébite-là? » C'était un peu... dangereux, hein? Le danger. Oui, dangereux. La notion de danger était là, puis le son, le côté mélange de synth, de guitare très, très élevé, mais en tout cas, les mélodies aussi, je les aimais, mais en tout cas, puis lui, sur scène, il était assez extraordinaire. C'était un showman hallucinant. Ça l'a été jusqu'à un certain temps. Moi, je n'ai pas été chanceux. Tu sais, je l'ai pogné sur le tard live parce que bon, je viens de Chicoutimi. Fait que, tu sais, je suis déménagé en 99 puis j'ai manqué la tournée Antichrist Superstar. J'ai pas pu venir la voir à Montréal. Puis même, j'avais découvert, puis j'avais découvert le premier album, Portrait of an American Family, à cause qu'il était sur l'étiquette Nothing de Trent Reznor, que j'étais gros fan de Nine Inch Nails. Mais je l'ai vu, moi, en tournée, c'était avec Slipknot. Puis c'était pas non. Il était rendu déjà il était rendu dans la cour d'Alice Cooper. Là. C'était comme un peu... Mais les dernières fois que je l'ai vu, c'était tellement gênant et pathétique. T'as l'impression de voir ton mononcle sous qui imite Marilyn Manson à Noël. Là. Puis
C'était gênant. La déchéance. J'étais en voyage à Paris avec ma blonde, là, 4 ans, puis on s'est dit, OK, à Paris. Ah oui, là, il va se donner. Il va donner le show. Ça fait 10 ans que je ne l'aime plus en show, mais là, il va tout donner. Il est à Paris avec ses chums d'absinthe. Puis je sais pas, il va donner. Tu idéalisais ce show-là au bout. Là. Ça allait être trop bon. J'allais là, puis là, après 3 tonnes, j'ai dit, on s'en va dessus. C'était tellement pas ça, là, c'était tellement gênant, plate. Il est comme un peu sous, il n'y a plus d'énergie. Non. Mais c'est un personnage qu'il a créé quand il avait 16-17 ans, puis là, il est rendu à 49. Oui, c'est ça, exactement. Mais, il est rendu ailleurs, mais là, il est comme pogné pour faire son vieux personnage, puis là... Ben, moi, je pense que c'est un problème de dépendance, puis aussi d'attitude, parce que on le sait, on ne va pas parler de sa vie personnelle, qui est quand même rendu public pas mal, avec des agissements très, très dégueulasses avec un paquet de ses ex. C'était vraiment une personne qui ça l'est encore, il n'est pas mort, là, mais on dirait qu'il est devenu le monstre qu'il a créé dans la vraie vie. Mais c'est dommage parce que, comme tu dis au début, ça a tellement marqué. L'industriel, ça commençait à s'essouffler, je dirais, au début des années 90. Il y avait eu les bonnes années de Ministry puis de Nine Inch Nails. Mais lui, il a vraiment... C'était le protégé de Trent Reznor. Il croyait en lui. Il avait du talent. C'est dommage qu'il a scrappé sa vie de même parce qu'il ne reviendra plus. Là, Manson, c'est fini. Là. Ça va être bien. De toute façon, c'était comme un peu... C'était très essoufflé, puis il n'arrivait pas à trouver la nouvelle recette. Il changeait de collaborateur à tous les albums. Là, Ouais. Sinon, on dirait que, il me semble, quand tu es Marilyn Manson, tu vas chercher les meilleurs de la planète, les directeurs artistiques qui peuvent t'amener ailleurs. Moi, je sais pas, il restait un peu, je sais pas. Ouais. Il a perdu le mojo, je sais pas quoi. C'est ça. Puis, ça devait être un problème d'attitude, parce que si les gens ne restent pas autour de lui, c'est parce que c'est un asshole à la base, au niveau professionnel, au niveau personnel, un mégalomane. Mais reste que, si on retourne à la base, c'était quand même génial qu'est-ce qu'il amenait. Il y avait une intelligence, puis il s'exprimait en entrevue, puis tu étais comme « wow », il a tout réfléchi à son affaire, un ancien journaliste, tout ça. Mais toi, si je recule un peu dans le passé, l'industriel, c'est arrivé comment, toi? Je sais que tu m'as parlé que tu étais fan de musique plus New Wave, Dark Wave, mais c'est arrivé comment? C'est quel album, quelle band qui t'a... Wow, OK. Non, moi, c'est vraiment... c'est beaucoup... j'étais attiré par justement... c'est Nine Inch Nails qui m'a amené vers ça, un peu comme toi, comme tu disais. Mais j'aimais ça. Encore une fois, c'est ce côté... la notion de danger, l'ambiance un peu anxiogène. C'est très cinématographique comme musique, puis ça rentre dans des modes un peu psychologiques, un peu fuckés, qui est un peu... c'est noir comme ton âme. Un peu paranoïaque, un peu mal de vivre, un peu romantique, dark. C'est tout ça que j'aime dans ces thèmes-là que j'aime dans le dark wave ou dans l'industriel. Ouais. Puis dans les Chinois, avait ça, il y avait le côté... les vidéoclips aussi. Les clips étaient spectaculaires aussi, puis c'était des ambiances incroyables. C'était comme... Est-ce que tu te rappelles la première tune ou le premier album que tu as entendu? Le premier? Je pense que c'est j'ai embarqué dans le temps de Fragile, moi. J'ai reculé après. OK. Il n'est jamais trop tard de découvrir un artiste de toute façon. Hein. Oui, j'ai embarqué là, puis on dirait qu'au début, j'avais entendu, puis j'avais moins embarqué. J'avais entendu Downward Spiral au début, puis je n'étais pas prêt à ça, je sais pas quoi, je n'étais pas là. Puis là, après ça, je l'ai redécouvert, puis là, ça a été... Ben oui. Mais c'est le fun, c'est ça, de reculer puis de voir, de où c'est parti. Tu sais, même quand tu écoutes Pretty Hate Machine, ultra électro, il y a de la guitare, mais tu sais, on était vraiment plus dans quelque chose de clavier élevé. Mais moi, j'ai eu la chance, j'avais un ami qui, je ne sais pas comment ça fait qu'il était aware de ça, mais Broken, le EP Broken, il me dit, écoute ça. Puis lui, je pense, parce qu'il vivait la moitié de son année en Floride. Sa mère restait en Floride, son père restait à Jonquière. Martin Bilodeau, que je salue, je le taguerai dans le post. Puis j'ai écouté grâce à lui le EP Broken, puis j'ai
capoté. Happiness and Slavery. Puis après ça, j'ai vu le vidéo qui était censuré. Puis, tu sais, dans le temps là, des grosses années Musique Plus, là, les boss clips, puis tout, il y avait des vidéos qui arrivaient, tu faisais « wow ». Puis après ça, Closer est arrivé, là, ça a tout changé. Oui. Le film Natural Born Killers, que Trent Reznor avait fait la soundtrack, moi, j'ai capoté. Mais ça a pris du temps avant que je le voie live, encore une fois. Puis, ça, dans ces années-là, c'est Rammstein aussi que... Oui. En tout cas, on était très peu à connaître ça. Puis, tu sais, c'est David Lynch aussi. Oui, Lost Highway. Là, j'avais commandé les albums. En tout cas, j'avais trouvé les albums en Europe. Puis, j'écoutais ça. Je faisais découvrir ça à mes chums, Rammstein. Puis, c'est après la course, après la course, en 97. Ben oui, exact. Lost Highway, c'était 97. Fait puis, je participais, je faisais une émission qui s'appelait Bon Baiser d'Amérique à l'époque. OK. Puis, j'ai emmené un de mes chums, Éric Genet, que je salue. Puis, je pouvais emmener un chum pour m'aider techniquement pour faire mes reportages pour l'émission. Ça, c'est un show où tu te promenais en Amérique? C'était à la recherche des francophones et francophiles d'Amérique. OK. Et on m'envoyait en Arizona. Puis là, j'allais faire 3 topos là-bas. Puis je pouvais emmener un chum pour m'aider à la technique. OK. Tu comprends? Une belle expérience. C'était bien le fun. C'était un beau trip de chummy. On partait 10 jours, puis on allait tourner 3 clips. Un peu comme la course, mais un peu plus avec plus d'aide. Un peu. Moins de compétition aussi. J'avais fait découvrir ça, Rammstein. Puis maintenant, on déjeunait là-bas dans un genre Jack in the Box. Puis on feuillette le journal, puis je m'arrête. Quoi? J'y monte ça. C'était le premier show en Amérique du Nord de Rammstein en première partie de KMFDM le lendemain soir. C'était comme cosmique. Malade. Fait que là, j'ai dit, OK, on pogne la caméra, on essaie d'aller faire un topo sur eux autres. Puis, le lendemain midi, j'étais comme gêné. Là, j'ai vu les gars sortir de l'autobus. Puis là, mais ça n'a aucun rapport, ils ne parlaient pas français. J'ai choqué un peu, mais au moins, je suis allé proche, puis là, je leur ai expliqué mon affaire. Mais tu ne l'as pas inclus dans le reportage, finalement. On leur a jasé un peu le soir au manager, puis tout, mais c'était un show écœurant. C'est clair. Puis, est-ce qu'il y avait déjà de la pyrotechnie dans ces shows-là à l'époque, en première partie? En plus. Non. Mais là, il y avait les codes de maille. Y avait-tu comme des costumes un peu? Ou... Pas vraiment. Non? Il y avait comme un petit saut un peu industriel, un peu de garage. Là. Ouais. C'était vraiment... C'était un beau double bill. KMFDM, c'est un band que j'ai beaucoup aimé aussi dans les années 90. J'ai jamais eu la chance de les voir live, là, mais c'était dans les grosses pointures de l'industriel à l'époque aussi. Puis il y avait quelque chose de très cool dans leur pochette d'album, très... l'expressionnisme allemand, vraiment très totalitaire. C'était très cool. Mais wow! J'aime ça, ces directions artistiques-là fortes, puis on sent l'intelligence quand même, puis la créativité. C'est ça. J'aime bien, mais ça m'attire. Fait que, tu t'es promené quand même. Bon, là, c'était une loque de tomber sur ce show-là en plein Arizona. Mais Jean-François me dit que vous êtes allé aux États-Unis voir Manson, vous êtes promené, aller voir un show, là, pas de limite de kilomètres. Non, c'est ça. Il venait pas, genre, pour la tournée Manson, pour la tournée Mechanical Animals, il venait pas à Montréal. OK. Ben là, ça se peut pas qu'on voit pas ça. On tripait sur l'album à fond. Puis on l'a vu à Poughkeepsie, dans l'État de New York. Là, on est allé là, une espèce de drôle d'endroit. Tout le monde devait s'asseoir à terre au début. En tout cas, il y avait une sécurité très... On allait s'asseoir à terre avant que le show commence, pas bouger. Il voulait là, c'était quasiment... C'était quoi le show que tu as vu, peu importe l'artiste confondu, qui était le plus dark ou inquiétant dans la scénographie, dans la mise en scène? Qu'est-ce que tu clarifiais de plus horrifique dans tous les shows que tu as vus? Ça, c'est quand même intense, Marilyn, mais là, j'ai découvert un band pas trop longtemps, un an ou deux. Daughters, connais-tu ça? Daughters? Ah oui, hey, ça c'est opaque. C'est comme ma nouvelle affaire, là. C'est comme un nouveau buzz. Ah ouais. Ce gars-là en show, tout peut arriver. Là. Ah ouais, il y a des shows sur YouTube qu'on peut trouver. On dirait qu'il a la même énergie que Trent Reznor quand il était jeune. Ouais, c'est ça.
c'est un peu encore, c'est ça, c'est ce qu'ils perdent un peu en cours de route, évidemment. Oui. Tu ne peux pas t'auto-détruire tout le temps pendant 40 ans dans une carrière, mais mettons que là, il est dans son prime, ce gars-là de Dodgers, c'est assez hallucinant en show. Et tu irais voir ça, là. À mener que si les shows peuvent bien reprendre, là, puis les tournées internationales. Ouais. Et sinon, moi, j'ai... Lui, je pense, sinon, Nick Cave, c'est assez... Ben, en même temps, c'est plus romantique et charmant, mais en show, il ne faut jamais manquer ça. Là. C'est comme... Tu sais, je t'ai posé la question en amont, ça serait quoi l'œuvre, l'artiste, le sous-genre? Qu'est-ce qui est le plus horrifique dans la musique, selon toi? Puis tu me dis le dark wave. Non, c'est ça. J'aime ces ambiances-là qui sont très cinématographiques. On se sent mal un peu. Dans le malaise, ouais. Je suis attiré par cette peur-là. On dirait apprivoiser la peur, puis genre ce feeling un peu étrange. J'aime ça quand la musique m'emmène dans un autre monde, puis qu'il y a un petit côté dark, inquiétant. Mais j'aime aussi le côté mélancolique dans le dark wave. Introspectif, là. Introspectif, romantique sombre. Je danse, mais je me suicide en même temps. Tu sais, ce côté-là. On parlait de The Cure tantôt avec la peinture que tu as en arrière. The Cure, c'est un peu aussi dans ces eaux-là. Ouais, c'est comme... Oui. Moi, je me rappelle du vidéo de Lullaby, l'album Disintegration, avec les toiles d'araignée, côté gothique, baroque. J'avais vraiment... Moi, c'est cet album-là qui m'a fait flasher sur ce band-là, Disintegration. J'avais écouté un peu avant, j'ai écouté un peu après, mais moi, c'est cet album-là. C'est quoi ton album de The Cure, toi? C'est-tu Disintegration? C'est celui-là avec... Mon Dieu, j'ai un petit blanc de... Oui, je pense que c'est ça. Disintegration. Oui, c'est ça. Moi, la grosse tune, c'est Lullaby. Je ne peux pas te nommer d'autres tunes parce que je l'écoute tout le temps d'un début à la fin. Là. Mais, t'as-tu déjà vu live? Oui, je l'ai vu par contre récemment. Là, fait que c'est quand même vieillissant un peu, avec un pacing. J'ai trouvé le pacing vraiment affreux. Genre, tu aurais pu faire un build-up de show incroyable, mais on dirait que des fois, tu as une bonne tune. Puis là, ils te chantent 4 tunes que tu t'en fous. On dirait, tu sais. Ouais. Le dernier show, c'était comme genre 3 heures de temps. Ma femme était allée. Là, ça finissait plus. Là. Ça finissait plus. C'est comme, OK. T'aurais pu ramasser ça un peu. Moi, j'ai été un gros... je suis encore un fan d'un gars qui s'appelle IMX. Connais-tu IMX? Oui. Ma femme, encore une fois, Marie-Chantal, que je salue, est allée les voir au Belmont il n'y a pas super longtemps. Oui, j'étais là. C'est un genre de Dépêche Mode beaucoup plus sombre. Il y a quelque chose de Bowie, Dépêche Mode. C'est un ancien gars de Sneaker Pimps qui a fait son projet solo. Puis j'ai découvert ça là, à peu près une douzaine d'années. Il y avait eu un extrait sur les disques dans Rolling Stone français, là, genre. Ah ouais, un disque promo, là, une compil. Un single-là. Okay. Puis j'ai vraiment trippé là-dessus, puis j'ai fouillé sur ce gars-là, puis j'ai un gros crush sur ce gars-là. J'ai acheté cette toune-là pour mon premier film. Ah ouais? Un court-métrage? Dans mon long-métrage, La vie secrète des gens heureux. J'ai mis ça dans la discothèque, j'ai fait jouer une toune de ce gars-là. Nice! Et après ça, je suis allé porter le film dans un show à Paris, à la fin du show. Le DVD? Ah ouais! Le DVD du show, en tout cas, tu sais, comme ma carte de visite. Puis ça, là, on est resté un peu en contact, tu sais. Moi, j'écrivais, il me répondait, puis il est devenu un peu de chum. On est devenu un peu de chum. En tout cas, c'est un peu décalé là, parce que lui, il ne l'air pas tant que ça. Ah, mais tu sais, vous échangez, c'est le fun. On échange, c'est le fun. Puis maintenant, avant, il habitait à Berlin. Maintenant, il habite à L.A. Okay. Puis j'ai passé tous mes hivers à L.A. pendant 5-6 ans. OK, ah ouais. Pendant 5-6 ans, j'ai fait ça. Là, ça fait 3 ans que je suis pas allé. Mais puis il habitait là. Puis on se voyait, puis on mangeait ensemble. Puis on allait... c'est ça. C'était très le fun d'avoir ce lien-là avec lui. Moi, je tripais fort. Je ne sais pas si lui tripait tant que ça, mais en tout cas, c'est ça. Si vous voyez souvent, tu sais, j'imagine à un moment donné, si tu avais été tâche, je t'aurais dit, c'est ça. Mais c'est le fun, tu sais, justement, de partager ça. Puis toi, tu as pu justement rendre hommage à sa musique
en l'incluant dans ton long métrage. C'est ça. Ce métier-là, c'est un peu, on tombe en amour avec des affaires, avec des acteurs, avec des artistes. Avec des acteurs, avec la musique. On essaie de mettre, on essaie d'introduire ça dans nos projets pour faire triper le monde. Fait que oui. C'est vraiment très le fun. J'ai réécouté. Excuse-moi, je t'ai parlé par-dessus. Des fois, avec la technologie, ça fait ça. J'ai réécouté Jardin d'Éden, qui est très cool parce que je pense que tu l'as tourné à Chicoutimi. Moi, c'est mon hometown. En 2009, dans le cadre du Festival Regard, puis avec Simon-Olivier Fecteau, Julie Le Breton, vous irez l'écouter ça sur YouTube. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis c'est un hommage, en quelque sorte, à l'exorciste. Version humoristique. J'ai vraiment trouvé ça le fun. Comment c'est arrivé, ça? Parce que c'est un truc qui, ça semble être fait assez rapidement. On a tourné ça en 48 heures. C'était un film improvisé. Il n'y avait pas de texte, il n'y avait rien. On arrive là et on se fait lancer une dizaine d'éléments qu'on doit placer dans un film qu'on va tourner en 48 heures. Bon, qu'on tourne en une journée, puis on le monte en une journée. On met de la musique vite, on le mixe, puis on l'envoie. Dans le festival. C'est un bel exercice. Puis moi, j'y ai quand même mis un genre qui m'intéresse. Puis l'exercice m'a tout le temps fasciné. J'espère. J'ai voulu jouer là-dessus, un gars qui rencontre une fille qui lui dit qu'elle est possédée du démon. Non, puis, ça va être correct. Elle est un peu possédée. Un peu possédée du démon. J'ai trouvé très drôle. J'espère que ça ne te dérange pas, je suis un peu possédé du démon. Non, ça va. La fille ressemble à Julie Le Breton, alors ça y a pas dérangé trop, mais en théorie, mais en pratique, ça a été difficile pour lui. Puis là, c'est rigolo. Ce qui se passe, vous irez voir ça, c'est sur YouTube, sur Vimeo aussi, si vous voulez aller voir. Mais puis le make-up est franchement cool pour quelque chose qui a été fait vite. Bon, évidemment, c'est pas Dick Smith, mais vraiment, aussi Tubular Bell, un petit extrait là, de la tonne de Michael Field dedans. Là. On était là. On a piqué. J'ai mis d'ailleurs du IMX dedans dans la discothèque, c'est du IMX qui joue. Voilà. Puis on y a mis un petit peu de trucs. Gros fun. Est-ce que c'était une des premières fois que tu faisais quelque chose de horrifique? C'est vrai. Hein? Ça se peut-tu? Je pense que tu as raison. Oui. Oui. À Chicoutimi, j'ai le temps d'être attiré par ça depuis que je suis jeune, que je veux depuis que je veux faire du cinéma, que je rêve à ça, c'est un genre qui m'attire. Aller créer ces ambiances-là, encore une fois, créer ces ambiances-là de peur ou de anxiogène un peu étrange. D'ailleurs, j'ai des projets en ce moment de films et puis je veux vraiment plonger là-dedans sérieusement. Là. Oui, c'est vraiment cool. J'imagine Patrick Sénécal, ça ouvre des portes aussi. Hein, oui, c'était un beau laboratoire pour aller jouer dans ce style-là. Ça a été un beau cadeau du ciel. Patrick Sénécal présente, c'est sûr. Puis, parlons-en. Là. Je voulais attendre un peu, là, mais là, on est là. Patrick Sénécal, là, vous avez tourné c'est 5 autres épisodes? Là, on a tourné 7 avant Noël, puis là, on vient de tourner les 3 derniers. Fait qu'il y en a 10 au total, fait qu'il en reste 5 à sortir. Il en reste 5. Je pense qu'ils vont lancer ça autour de l'Halloween. Je pense qu'on sait que ça va. Qu'est-ce que tu peux me dire? Dis-moi ça pas trop, là, mais qu'est-ce que, dans les derniers là, qui restent à apparaître, là, quel genre de thématique là, qu'on explore? Là? Il y a quelque chose un peu American Psycho-ish. Une espèce d'avocat avec un lourd passé qui va remonter à la surface. En tout cas, je t'en dis beaucoup. En tout cas, j'essaie d'être vendeur, mais sans rien. C'est ça. Il ne faut pas dévoiler le punch, surtout que c'est... Ah oui, parce qu'en une demi-heure, là, il se passe... Il se passe des affaires. Ouais. Et à part de ça, il y a 2 gars qui viennent de faire un vol de bijouterie, puis qui ils sont poursuivis par la police, puis ils s'en vont se cacher dans une maison au hasard, prise au hasard. Okay. Et c'est la pire maison. Ah ouais, OK. Et puis là, ça vire très, très mal pour eux. Ça finit tout en mal pour les personnes. Gilles Roy va être dedans. Gilles Roy, ouais. Richardson Zephyr, qui est son partner. OK, quand même. Duo, là, on pourrait faire une série de films avec eux, c'était magique.
Ah, ça, c'est le fun, ça. Sinon, je ne sais pas si tu le savais, mais Patrick Sénécal a réalisé un des épisodes. Oui. Ces trois-là, c'est Patrick qui l'a fait. Oui, c'est ça, j'avais lu ça parce que, bon, il y avait eu du fun sur la série La Reine Rouge. Ouais. Hein? Il y avait tenté un peu la réalisation avec Olivier Sabineau. Puis là, ben c'est ça, en travaillant avec toi, j'imagine, bon, finalement, je peux-tu en réaliser un? C'était-tu prévu à la base ou finalement? C'était prévu, oui. Ouais, OK. Le prochain, il disait, oui, Patrick commence à en faire un, puis c'est pas de problème. Ah, c'est très cool. Prends celui que tu veux, Patrick. Non, je suis content, je me sens chanceux, privilégié d'être là. Vas-y, écoute. Puis en plus, tu sais, les 5 premiers épisodes, ça a été bien reçu. En tout cas, moi, j'ai adoré. Le public, tu sais, c'est sûr que là, c'est sur une plateforme sur Illico. C'est un petit peu moins accessible pour, je dirais, la majorité, mais quand même, il y a beaucoup de gens qui sont abonnés à Vidéotron. Là. Mais c'est vraiment le fun de voir un peu de télé de genre. Tu sais, bon, on le sait que Jean-François Rivard œuvre dans le genre assez bien depuis assez longtemps, mais il y a de la place pour d'autres, ça c'est clair. C'est le fun que ce soit un de ses chums qui a repris le relais, parce qu'initialement, Jean-François il a dit qu'il avait été impliqué au début. Hein, oui, il avait été approché, il supervisait les textes pour Patrick, puis il était supposé de réaliser ça. Puis finalement, ben, la vie a fait qu'il est allé faire sa super série, puis il n'avait plus le temps. Fait que ils ont cherché un autre réalisateur, puis j'ai entendu parler de ça, je me suis garoché. Enfin, de l'horreur. J'ai séquestré. Non, mais je suis allé transmettre un peu ma passion pour le genre. Puis ça marche. Tu sais, ça marche bien. Puis ça paraît aussi que c'est un fan de genre, parce que c'est facile de faire semblant d'aimer l'horreur, puis en mettant des clichés, puis en insérant des trucs, tu sais, des faux jump scares, puis tu sais, t'es pas allé là, tu sais, on est dans la subtilité, puis c'est souvent tu sais, c'est travaillé, c'est juste les intros aussi, là, c'est magnifique, là, avec Patrick, là, dans le décor gothique, là, vraiment. Avec ma blonde, c'est la première affaire qu'on check le vendredi soir, s'il n'y a pas un film d'horreur cool qui vient de sortir, qu'on se tape ça. Fait que je suis un peu ce qui se fait, fait que je voulais pas tomber dans les vieux clichés trop gros, justement, je voulais faire une série quand même élégante, qui n'est pas une espèce de. Qui n'a pas l'air d'un sketch d'horreur, là, qui n'a pas l'air d'une parodie d'horreur, mais vraiment être dans la vraie affaire. Puis je voulais m'inspirer du cinéma des années 70, plus élégant, justement, orchestré un peu avec des cordes, des plans de caméra, un peu des dolly, beaucoup, une caméra très slick, très, très avec la belle photo. Puis, parce que tu as dit en entrevue, tu sais, c'est pas les slashers qui t'inspirent. Bon, les slashers, tu en as sûrement consommé comme tout le monde des années 80, mais les films que tu citais, là, les classiques, ben, c'est les classiques du cinéma de genre, de l'horreur, tu sais, les vieux Polanski, tu sais, Rosemary's Baby, on a parlé d'Exorcist tantôt, The Omen, hein, Richard Donner, paix à son âme. S'il y a un genre d'horreur que j'aime, c'est l'horreur psychologique. C'est vraiment ça c'est ça que je veux regarder, puis c'est ça que je veux faire, tu sais. Si je peux dire, moi je pense que le film qui m'a donné la piqûre pour ça, c'est Psycho 2. Ah ouais, hein? J'ai vu à la maison des jeunes de Saint-Augustin de Desmaures quand j'avais 13 ans, genre. OK. J'ai vu ça, puis j'ai eu une révélation, un choc. Ça m'a complètement obsédé. J'ai vu ce film-là au moins 15 fois. Ah, ouais. Norman Bates, tout ça, ce côté-là, il est-tu fin, il devient fou, pas fou. Le côté schizophrénique du personnage. Mais c'est cool parce que ça aussi, le 2, tu sais, la série Psycho est intéressante quand même. Bon, on sait que le classique, le premier, c'est Hitchcock, début années 160, je pense qu'il l'a réalisé. Ça a pris un certain temps avant que le deuxième arrive, mais c'était Tom Holland qui a réalisé, qui est allé faire Child's Play, tu sais, Chucky, là, le premier. Ah, OK. Puis Fright Night. Donc, tu sais, ça fait un méchant bout de temps que j'ai écouté Psycho 2, mais il me semble que c'était bien réalisé aussi, les ambiances, puis la maison, puis tu sais, tout ça. Là. Oui, c'est ça. Puis même à l'époque, je me souviens, j'avais écrit avec ma petite dactylo Psycho 3. Ah oui? Non, mais j'étais vraiment fou de ça. Wow. Puis j'avais écrit ça, la maison brûlait à la fin. T'avais un scénario pour le troisième.
J'étais déjà un rêveur un peu tripeux. Puis créatif, là. Ah ouais. J'aime ça, les affaires impossibles. Essayer de réaliser des affaires impossibles, j'aime bien ça. Je ne l'ai jamais envoyé, là, mais c'est ça. D'ailleurs, j'ai écrit une pièce de théâtre que, il y a 2 ans, j'ai écrit ça en vacances. Okay. Ça se passe pendant le tournage de Psycho. C'est ouais. Qui est un peu un Weinstein de l'époque, avec un Anthony Perkins qui avait des problèmes avec sa propre mère. Ah ouais? Dans la vraie vie, Perkins avait des problèmes avec sa vraie mère, qui ressemble un peu à celui dans le film. La dynamique dans le film est moins intense, mais... OK, je savais pas ça. Anthony Perkins, quand il avait 5 ans, lui qui était bien proche de sa mère, puis quand son père était acteur, puis il allait souvent à Broadway pour du théâtre ou à LA pour tourner des films. Quand il revenait, il était un peu jaloux. Puis il n'aimait pas ça quand son père venait avec sa mère, parce qu'il était bien proche. Une année, il a souhaité que son père quasiment meure. Puis, genre, la même année, il est mort d'une crise cardiaque. Sacrement, ah ouais. Tu vois, genre, fait le petit... Ça traumatise quelqu'un. A comme souhaité la mort de son père, puis il est mort quelques temps après. Puis il a comme vécu avec un peu cette espèce de remords-là. C'est pour ça qu'il était bon comme ça dans son rôle. Ben oui, il y a quelque chose de proche de lui. Aïe aïe. Fait que sa mère est devenue. Puis après la mort de son père, sa mère est devenue un peu trop couveuse, un peu trop protectrice. Elle l'a un petit peu trop hyper protégée. Fait qu'il y a quelque chose de. Fait que j'ai écrit une pièce qui parle un peu de ça, puis qui mélange un peu de tout. Puis c'est à l'époque du MeToo, Weinstein, avec. Je faisais de Hitchcock un peu. Mais c'est cool. Ça, c'est juste écrit? Est-ce que ça a été monté? Non, j'aurais aimé ça le monter. En plus, c'était 60 ans de Psycho. J'aurais aimé ça mais j'ai pas trouvé. C'est compliqué, là, monter du théâtre quand t'es pas dans la clique de théâtre. Ben, tu sais, il y en a qui ont. Tu sais, je me rappelle François Letourneau, ça fait un certain temps de ça. Je pense que Les Invincibles, il y avait juste eu ça. Ça devait être en 2006-2007. Il avait fait Texas. Ça dit quelque chose? Ouais. Me semble, oui. C'était avec Christine Beaulieu, OK? Avant tout, là, tu sais, avant qu'elle tourne, qu'elle fasse J'aime Hydro, c'est vraiment longtemps avant. Puis c'était sur le tournage de Texas Chainsaw Massacre. Ah oui, c'est vrai. Puis c'est François Letourneau qui a écrit ça, puis c'était où? C'était ça à Licorne. C'était dans le cadre d'une coproduction avec Spasme. Puis j'avais vraiment trouvé ça intéressant, justement, de revisiter les coulisses. Puis moi, Texas Chainsaw Massacre, c'est mon film d'horreur préféré de tous les temps. Tu sais, c'est le côté documentaire, qu'on dirait qu'on est là avec eux, le 16 mm, le côté poisseux, il fait chaud, on le sait, puis on a tout lu. En tout cas, quand tu es curieux, là, on a su que Leatherface, il s'est pas lavé, il n'a pas lavé son linge tout le long du tournage, il se sentait vraiment mauvais, il ne montrait pas sans masque. Toute l'aura autour du film ajoute à ce qu'on voit dans le film, et c'est la terreur pure. Toi, tu l'as découvert jeune aussi. Hein? Je pense à 12 ans, j'ai lu ça quelque part. Ben, je pense que c'était dans les premiers. Avec des chums, c'est dans le temps des clubs vidéo. Ben oui. Dans les années 70, alors. Je pense qu'on ne se souhaitait pas tant que ça des films ensemble. À un moment donné, une gang de petits gars, on est allé se louer. On s'est dit, on se fait un marathon de films d'horreur. Puis on devait avoir ça 12 ans, 11-12 ans. Ouais. Puis on est allé louer Opéra de la Terreur, Massacre à la scie. Poltergeist. Puis une autre affaire. Là, Poltergeist, c'est ça que tu as dit au Journal de Montréal. Hein? Tu as dit Poltergeist au Journal de Montréal. Poltergeist était là. Peut-être que Poltergeist était là. OK. Fait que c'était dans ces eaux-là. Là. Fait qu'on s'est tous tapé ça, là, marathon. Toute la nuit, là. Ouais, on part ça à 9h, puis on finit à 3h du matin. Puis on est les yeux grandement, puis on ne veut plus dormir. Fait que non, c'était des petites étapes de vie que tu fais, qui marquent, et puis tu veux recréer un peu cette sensation par la suite. Puis, Ben oui, exact. Tu dis, tu es un enfant des clubs vidéo. Ben moi aussi, je suis un petit peu plus jeune que toi, mais moi, c'était ça mes premières expériences. On louait même un magnétoscope pour louer des cassettes parce que mes parents n'avaient pas encore un à l'époque. Puis j'ai comme réalisé récemment que j'étais en train de recréer mon propre club vidéo dans mon sous-sol. Parce que je suis collectionneur, puis j'aime beaucoup les VHS. Puis, je collectionne DVD, Blu-ray, tous les formats. Mais les cassettes, il y a quelque chose de physique, de le rentrer dedans, le son, le tape. Tu regardes toujours des VHS? Des fois. Si je ne l'ai pas en meilleure version, si je n'ai pas le Blu-ray,
je vais peut-être me taper la VHS par nostalgie. Là. Ah, c'est vrai. Okay. L'odeur de la cassette VHS. Oh. Puis non, l'odeur, je dirais pas jusque-là. J'ai le nez bouché un peu de mes... le carton de la pochette, tu sais, qu'il y a encore le sticker genre horreur ou, tu sais... Ouais. C'est quoi underground, un peu trash, déjà. Exact, parce que, tu sais, il y avait quelque chose, une aura, t'allais au club vidéo, puis là, il y avait quand t'étais petit, trop jeune pour en louer, il y avait le mur des films d'horreur. Puis là, tu voyais les pochettes, puis t'espérais un jour pouvoir les louer. Puis là, quand tu finissais par le louer, souvent, t'étais déçu parce que la pochette était plus belle que le film était bon. Ah, ouais. C'est quoi le film? Bon c'est quoi le film qui t'a fait le plus peur? Tu sais, le genre dormir avec la lumière ouverte, là, tu sais. Ben, je pense il y a Exorcist, évidemment, mais il y a un film qui s'appelle Fantasme, quand j'étais petit. Ça m'a fait très peur, ça. Okay. Fantasme, je sais pas, c'était quoi déjà ça? Italien? Une espèce de croque-mort. Il y a un petit gars, une espèce d'ado qui vit proche d'un cimetière, puis il y a un croque-mort. Un grand monsieur, tu sais, avec la boule en métal, avec des pics. Ah oui. C'est américain, ça. Oui. Avec PH, Fantasme, PH. Là. Oui, PH, Fantasme. Ouais. Ah, c'est cool, ça. Oui, avec l'espèce de boule shiny, puis il y a des gens de nains, puis là, ça rentre dans la tête des gens. Oui, mais il y avait comme une scène où il y avait on le voyait en top shot, le jeune homme dans son lit, puis il y avait comme des pattes, des mains qui venaient le chercher en dessous des draps, là. Puis, en tout cas, cette image-là m'a hanté longtemps, puis ça m'a... Ouais, c'était dans le courant là, de l'horreur surnaturelle, tu sais, Nightmare on Elm Street, puis tu sais, c'était vraiment dans ces... C'était un peu avant, je pense même. Ça, un peu avant, oui. Ouais. Très cool. Sinon, je crois que, bon, comme tu dis tantôt, tu en écoutes encore aujourd'hui, tu en consommes des plus récents. Y a-tu des réalisateurs que tu as découverts récemment là, qui te parlent vraiment? Est-ce que tu suis des réalisateurs? Ben là, en ce moment, je tripe bien gros sur Ari Aster. Ouais, ben oui. Hereditary, Midsommar, puis j'ai bien hâte de voir ce qu'il va faire après. Il tourne à Montréal, hein? J'aime sa créativité, puis je sais pas, c'est super humain. Je trouve qu'il y a des... Je sais pas, formellement, je trouve ça très, très, très fort. Très fort. Ah oui, la claque Hereditary me fout dessus. J'étais tout seul un soir, j'écoutais ça dans le sous-sol, puis la scène dans l'auto. Oui, avec la petite fille. Ah! J'ai eu le souffle coupé. En plus, on a l'impression, OK, ça va être un film avec la petite fille qui est un peu positive. Elle a un petit peu, c'est ça. Elle a un pouvoir ou quelque chose. Non, ce punch-là est hallucinant. Puis le petit gars, là, ça en vrai, c'est real. C'est comme vraiment psychologique. On y croit. Il a gaffé, puis là, oh my God, Laura, c'est le cauchemar total. Ça fait mal, là. Tu sais, moi, je suis Oui, elle est tellement bonne. Tu sais, moi, je suis un parent, là, j'ai une petite fille de 7 ans et demi, puis quand j'ai vu ça, là, je me suis mis à la place de la mère, la détresse, puis juste l'entendre pleurer, tu sais, juste l'entendre, la réalisation est malade, là, tu l'entends, tu ne vois même pas le cri qu'elle lâche, là. Ah non, puis il est vrai, là, il fait mal, là. Juste, par le son, tu as des frissons. Puis c'est ça, c'est l'horreur, réaliste, humaine. Mais après ça, on vire dans la vraie horreur surréelle. Tu sais, ce film-là, il y a tellement de niveaux, là, c'est... Wow! Premier film, tu sais, c'est assez hallucinant. Ben, j'ai adoré, encore dans l'horreur psychologique, j'ai beaucoup aimé Sainte-Maude récemment. Oui. J'ai vraiment adoré ça. Ouais, c'est peut-être mon coup de cœur de l'année. J'ai aimé The Eyes of My Mother. Je sais pas si t'as vu ça. Non, j'ai pas vu ça. Je pense qu'il est sur Netflix. OK. C'est un Bergman, un cauchemar. Ça, c'est quoi? Ça vient de où, ça? Je pense que c'est peut-être anglais. Ça fait très européen comme image et tout. En tout cas, check ça, The Eyes of My Mother. Checkez ça, les amis. Oui, parfait. C'est vraiment anxiogène, étrange, avec des personnages hallucinants. C'est lent, mais c'est fort, fort, fort. Là. Tu t'ennuies pas une seconde. Ah ouais. J'ai aimé A Dark Song. As-tu vu ça? Non, je n'ai pas vu ça. J'ai vu ça. A Dark Song, c'est mes suggestions de la semaine. Ah, ben c'est cool, ça. Ça, c'est quoi, ça? C'est-tu un enfant louche? Non, c'est une femme qui veut faire qui est en quête spirituelle, puis elle rencontre une espèce de weirdo qui se prétend un peu gourou, qui veut l'aider. Ça vire vraiment weird. Puis là, tu vois le côté dark de ce gars-là. Mais
En tout cas, c'est malsain et super élégant. C'est un peu du cinéma à la A24, là, ce qui distribue. Ouais. Et puis, j'aime pas ça, le terme là, du elevated horror qu'ils appellent, mais. Ouais. Mais j'aime comme pas ça, parce qu'on dirait que c'est comme condescendant sur le reste de l'horreur. On dirait que nous, on fait de l'horreur, tu sais. On dirait que ça regarde de haut. Tu trouves? OK. Non, mais c'est le terme, tu sais, c'est les journalistes, hein, tu sais, qui... OK, c'est un tagline qu'on leur donne. Puis... Un peu, puis des fois, il y en a qui se prennent au sérieux là-dedans, mais tu sais, moi, l'horreur... je trouve que c'est comme un mindset, c'est du divertissement, c'est le fun. Puis il y en a tellement de sous-genres, puis de façons d'approcher l'horreur. Tu sais, des bonnes comédies d'horreur, il y en a. Il y en a des très mauvaises aussi. C'est-tu un sous-genre que tu aimes aussi, les comédies d'horreur? Parce que tu as fait beaucoup de comédies, tu sais. Rarement. On dirait que j'aime pas ça, le côté décrochage ou le côté on niaise. Slapstick, là, tu sais. Evil Dead 2. Non, c'est ça. Moi, j'aime pas ça quand on niaise, mais je comprends que le monde aime ça. Toi, tu cherches la terreur. C'est peut-être, je veux rentrer pour vrai. Puis si tu me fais une joke, puis tout le temps que tu me fais un clin d'œil comme si c'est pas vrai, je peux pas rentrer dedans. Fait que j'ai pas peur. Puis j'ai aussi été un peu lavé par, tu sais, j'en ai fait trop de jokes, d'écriture de jokes. J'écrivais des sketchs. Puis fait que voir un film avec des... Je voulais aller ailleurs quand je voyais du cinéma, tu sais. OK. Ben, je peux comprendre ça aussi. Tu sais, ça dépend du mindset. Qu'est-ce que tu recherches quand tu t'assois devant ton écran? Puis... Quand j'utilise l'humour à ça dans ce que je fais, je veux vraiment que ça soit au service de d'autres choses ou que le personnage ne me fait pas un clin d'œil ou il décroche pas de sa psychologie pour me faire une joke. Fait que je crée des situations qui sont un peu tordues, qui font sourire. Ouais. Pas qu'il me fasse un liner ou qu'il me... Pas dans la facilité, là. En tout cas, j'essaie de faire de l'elevated psychological drama. Ouais. Sinon, les séries, ben, tu sais, quand tu as fait de la presse un petit peu, quand Patrick Sénécal est sorti en février, tu parlais de certaines séries qui t'avaient inspiré. C'est quoi ta série de cinéma de genre préférée, peu importe l'époque? Ben, j'étais un gros fan. Ben, j'aimais Twilight Zone, ce genre d'affaires-là, des histoires on rentre dans l'univers de quelqu'un, puis il y a un élément vraiment étrange qui arrive, puis ça, j'aime ça. Mais récemment, j'ai noté 3 séries qui m'ont fait triper. Channel Zero. Connais-tu Channel Zero? Non. Chaque année est une histoire différente. Puis la saison 4, qui s'appelle Dream Door, est vraiment hot. Il y a une espèce de clown weird. C'est vraiment bien fait, bien foutu pour la série télé. J'ai vraiment aimé ça. Channel Zero, Dream Door. C'est où qu'on trouve ça? Haunting of Hill House, j'ai adoré ça, là. OK. J'ai vraiment aimé cette ambiance-là. À part j'ai entendu parler. À part la moitié de la fin, la dernière moitié, là, qui était... OK. Genre, l'explication, souvent, dans les films d'horreur, c'est ce qui nous ennuie, puis ce qui nous fait débarquer, puis qui nous déçoit. Là, c'est le cas. Mais je trouvais que la série était hallucinante tout le long, puis que je trouvais qu'il y avait plein de trouvailles. Puis, j'ai pas aimé la deuxième saison qu'on fait, le Bly Manor. J'ai vraiment... Ouais, c'est ce que j'ai entendu. J'ai vu ni l'un ni l'autre, mais apparemment que la deuxième. Après un épisode, j'ai arrêté de l'écouter. Je trouve ça très bien, mal filmé et tout. Puis The Exorcist, la série. Ah ouais, ça, je me suis jamais risqué. C'est vraiment bon. Surprenant, je pensais pas aimer ça. Puis plein de trouvailles, psychologie vraiment forte, c'est vraiment ingénieux. Parce qu'on les a quasiment toutes vues, les possédés du démon, là, ben oui. Je trouvais qu'il y avait encore des nouvelles idées, puis j'ai été très impressionné. Check ça, 1 ou 2 épisodes, vois si... Ben, je suis curieux, parce que, tu sais, moi, quand j'aime j'allais dire une marque ou une franchise, tu sais, souvent, ça devient des marques, hein, ces films-là, avec des suites, mais je suis tout le temps curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec, mais je suis jamais si pressé que ça. Tu sais, comme The Exorcist, la série, on dirait que parce que les derniers films, le commencement, puis en tout cas les 2 versions qu'il y a eu, là, ça avait un peu tué la franchise. T'sais. Parce que l'Exorcist, un chef-d'œuvre de tous les temps, encore choquant aujourd'hui. Le deuxième, intéressant, mais un peu trop long. Borman, John Borman, quand même, Deliverance. Mais le troisième, il y a la scène de terreur, le jump scare le plus efficace que j'ai jamais vu. Ouais. Ça, c'est du génie. Ça n'a jamais été égalé. C'est la tension, la lenteur. Puis
il nous pogne là, par en arrière. Le frisson incroyable. Ouais, c'est vrai, hein? Ça nous a marqué. C'est fou, pareil. Puis là, tantôt, là, tu me parlais là, que bon, ouais, ça a ouvert des portes, Patrick Sénécal. Puis là, tu as des projets dans les cartons. Je sais que tu as un projet de film animé avec Caramel Film. Oui, on vient de recevoir le financement pour une nouvelle étape. Là, il y a un scénario qui existe. Freaktown. Freaktown, oui, c'est un titre temporaire parce que je pense qu'il y a un autre projet qui s'appelle Freaktown qui s'est fait dans l'Ouest canadien. OK. Mais je l'ai appelé Monster Mash longtemps. OK, Monster Mash. Et puis maintenant, ça s'appelle Freaktown. J'aimais ça, mais je pense qu'il va falloir qu'on change. Puis là, c'est une histoire de sorcière, un peu à la Goonies, puis Tim Burton, selon ce que tu as dit dans... mais je peux en dire un peu plus ici, vu que c'est toi, là. Ça reste entre... En fait, c'est une sorcière qui lance un sort à des enfants dans un village. OK. Le soir de l'Halloween. Et puis, fait que c'est ça, on rit, mais je veux jouer un peu, encore une fois, avec un peu la peur et tout. Tu sais, je vais tirer l'élastique. Je veux pas que ce soit bébé gna-gna. Fait que oui, inspiration un peu Spielberg, Goonies. Horreur accessible. Horreur accessible. Horror family, mais je voudrais pas que ça soit trop bébé, là. Même Tim Burton, ça m'ennuie un peu souvent. J'aime ses univers, mais je commence à les écouter puis je m'ennuie tout le temps. Ça fait longtemps qu'il n'en a pas offert un bon. Là, c'est ça, je sais plus trop de quoi qu'il parle. J'ai de la misère à suivre. En tout cas, ça m'ennuie pas mal. Ouais, moi aussi, les derniers Tim Burton, là, j'ai débarqué, mais solide. Puis moi, il y a beaucoup de CGI. Avant, il était beaucoup dans le practical, puis il y avait du stop motion. Tu sais, Beetlejuice, là. Oui, c'est ça. C'est comme bon. C'est ça. Peut-être le dernier bon, c'est quoi? Sleepy Hollow? Mais tu sais, ces films animés aussi. Bon, moi, j'ai bien aimé The Corpse Bride. Puis tu sais, bon, évidemment, Nightmare Before Christmas, qui venait de lui, mais c'est pas lui qui a réalisé, là. Ouais. Mais c'est un chef-d'œuvre. Tu sais, c'est tellement. Moi, le meilleur Tim Burton qui n'est pas un Tim Burton, c'est Coraline, que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Oui, c'est bon. J'aurais pu le faire, mais j'ai beaucoup aimé celui-là. Celui-là, je l'ai appris, j'ai beaucoup aimé. On dirait que j'attends pour le faire écouter à ma fille. J'ai comme peur qu'elle ait peur. Coraline, je pense que oui, hein, t'as raison. Avec les boutons dans les yeux, tu sais, j'ai fait écouter quand même, tu sais, c'est le fun aussi de partager, tu sais, je sais pas si t'as des enfants. Oui, j'ai un petit gars de 3 ans, j'ai acheté ses premiers t-shirts de Kiss cette semaine. On l'amène tranquillement. Ben oui, c'est ça. Puis de choisir qu'est-ce qui peut être le segway, qu'est-ce qui fait pas trop peur. Tu sais, comme l'été passé, à 6 ans et demi, on écoutait tous les Jurassic Park. Ah oui, OK. Puis là, on était comme, on va-tu être prête, tout ça? Okay. Puis on dédramatisait, tu sais. Puis ça fait longtemps qu'on y a montré les Goonies aussi. On y a montré l'année passée. Fait que, tu sais, j'amène des trucs, tu sais, beaucoup du Spielberg puis des Tim Burton. C'est des trucs qui fonctionnent. Mais tu sais, les slashers, là, c'est pas tout de suite, là. Non. Attends quelques mois encore. Ouais. Fait que là, c'est cool. Fait que moi, j'ai bien hâte de voir ça parce que j'ai Ballerina qui ont produit. Je l'avais écouté avec ma fille. Puis c'est quand même très réussi, tu sais. C'est ça. Ben, nous, on vise un peu ces budgets-là. Alors, c'est ça. L'étape qu'on a eu, on a eu le financement pour cette étape-ci, c'est de faire 2 minutes où on fait bouger certains personnages avec les voix. Tu sais, j'ai écrit une séquence de 2 minutes qui nous vend un peu le film. Ouais. Parce qu'après ça, il faut approcher des financiers à l'international pour aller chercher à peu près 35-40 millions. Là. Ouais, il faut aller chercher peut-être en France des coproductions. Oui, je pense la productrice a beaucoup de contacts là, maintenant avec Ballerina. Ça a bien marché. Puis ils ont fait un nouveau film d'animation, Fireheart, là, je pense. OK, ça, je n'ai pas vu. Qui n'est pas sorti encore. Fait que je serai probablement le prochain. Ça me fait très plaisir parce que moi, j'ai commencé avec du dessin, la bande dessinée. J'étais dans Safari Retro, je travaillais avec des dessinateurs et tout. Fait que le gag illustré, j'en ai fait beaucoup. Puis là, c'était un peu un retour à ça avec le film d'animation. Toujours. Toi, est-ce que tu dessines? Je dessine. Oui, je dessine, mais je dessine plus. J'ai pas gardé ça. Et les storyboards ou non? Moi, je fais mes storyboards, mais on a tellement de dessins à faire que ça ressemble plus à des bonhommes allumettes. Oui. Pour le cadre. Mais oui, je viens de la bande dessinée. Je voulais faire de la bande dessinée plus jeune, mais à un moment donné, comme les phylactères ont grossi, puis les bonhommes ont rapetissé, puis en fait, c'était trop long de faire les bonhommes, fait que j'ai juste fait les textes. Okay. Mais dans mes cours de chimie, puis au secondaire, j'écoutais pas les cours, puis je faisais mes textes je faisais mes piles de textes que je faisais lire à mes chums après.
Puis c'est avec ça que je suis allé voir le rédacteur en chef de Crow après à 15 ans. Je suis arrivé à Montréal avec ma grosse pile de textes que j'avais écrits dans mes cours de chimie. Après, je suis allé voir Pierre Huet, je suis allé le voir, il y en a lu plusieurs. Puis, quelques mois après, il voulait faire une section Québec dans Crow. OK. Et c'est là qu'ils m'ont invité à me joindre à la petite équipe de Brainstormer de l'équipe de la gang de Québec. Avec Jean-François. Jean-François est arrivé pas longtemps. Jean-François n'était pas là encore. Jean-François n'a pas été dans Crow. Juste Safari? En tout cas, moi, j'ai connu Jean-François parce qu'il travaillait au HMV à Place Laurier. Ah ouais, hein? J'allais dans les magasins de disques tout le temps. Oui. Puis je suis devenu chum avec parce qu'on parlait de musique. Puis je le trouvais très drôle. Puis j'ai impliqué avec lui. Puis à un moment donné, je l'ai invité à venir à un brainstorm de Safari avec nous autres. J'aimais son esprit. Okay. Et tout. On est devenus chum. Puis on a commencé à écrire des scénarios de BD pour Safari. Puis, un moment donné, je suis parti à Montréal, puis là, je le talonnais. Viens à Montréal, man, viens à Montréal. C'est là que ça se passe. On a été coloc 2 ans de temps. Ah oui, hein? Puis j'ai joué dans un band avec Jean-François, d'ailleurs. Ah ouais, un band de musique. Balboa. Au début de Balboa, il y avait un band qui s'appelait Balboa avec Rémi-Pierre Paquin, Geneviève Néron. Ah ouais. Moi, je jouais du drum, puis Jean-François jouait de la guitare, là, ouais. Puis Rémi chantait pas mal. As-tu fait des shows? Non, on a pratiqué dans un local pendant plusieurs mois, mais on ne s'est jamais rendu là. On a joué une fois pour la fête à Jean-François. On était tous déguisés en Ace Frehley. Nice. Puis on a joué 2 tunes de Kiss pour sa fête. T'es pas dans un épisode des Invincibles, dans le band Balboa? Oui, c'est ça. Hein? C'est ça. J'ai un peu un clin d'œil à ça. À un moment donné, Maintenant, on a commencé à avoir nos grosses jobs. En tout cas, on n'avait plus de temps, je veux dire. Mm-hmm. Nos jobs qui demandent beaucoup de temps. Fait que je suis parti faire Homme en quarantaine. On n'avait plus de temps de faire des pratiques. Fait qu'ils ont pris un autre drummer, tabarouette. Ah non, remplacé. Pas mal meilleur que moi en plus. Est-ce que vous avez déjà travaillé sur des projets ensemble? De séries ou de... Quand on était coloc ensemble, on a développé quelques concepts de télé. Ça s'est pas rendu. J'aime encore cette idée-là. Je la relance une fois ou 2 ans. Ah ouais? 40 cette idée-là, mais je sais pas, on dirait tout le temps que quel genre de truc s'accumule sur nos bottes et puis le projet devient lourd. Ouais, c'est une série de genre un peu ou... En fait, je peux le dire, hein? C'est pas grave. Je sais pas. Non, ça s'appelait Les Insomniaques. C'était toutes des histoires qui se passaient dans un lit. C'était toutes des histoires. Des cauchemars. Hein? Des cauchemars, des rêves. Des cauchemars. Mais non, mais ça se passait. La scène se situait dans un lit. C'était des courts moments. C'était un peu un gars, une fille, un peu. On se sur des chiens, une série française à l'époque, qui étaient des caméras fixes. Puis. Fait que c'est des personnages dans des lits, des situations qui se passent dans un lit. Ça peut être la petite fille d'exorciste qui écrit son journal intime. Okay. Ça peut être un gars qui cale une prostituée pour manger de la pizza avec parce qu'il veut pas. En tout cas, ça peut être toutes des situations un peu flyées. Cocasse, hein? Okay. Fait que c'est des petites sketchs, toutes des sketchs qui se passent dans des lits avec des tons un peu étranges. Ça coûte pas cher à faire, ça? Ben oui, je sais. S'il y a un diffuseur à l'écoute. Ben, ça serait le fun. Appelez-moi. Ben oui, ça serait le fun. Mais sinon, tu disais tantôt que tu as des projets de long métrage, d'horreur. Oui. J'ai quelques projets. Horreur psychologique, j'imagine. J'en ai un qui est un peu de feeling The Killing of a Secret Deer. Un peu After Hours. OK. Un peu ce côté-là, psychologique, étrange, dark. On rit, mais c'est un peu bizarre. OK. Le dialogue, c'est un peu décalé, un peu anxiogène, un peu David Lynch, justement. Ah ouais, hein? J'essaie d'aller jouer là-dedans. Là. Je suis en train de peaufiner une version 2. OK. Puis j'imagine que ça va être prêt dans quelques mois, là, je le souhaite. Mais je suis bien content de... Ouais, la tournure que ça prend. Okay. Puis sinon, j'ai un autre projet en anglais. Ah ouais? Le titre de travail, c'est Little Miss Darkness. OK. Puis c'est ça, c'est avec une petite fille qui utilise la sorcellerie pour se débarrasser du nouveau chum de sa mère. En tout cas.
OK. Est-ce que c'est pour le Canada anglais? Tu sais, Jean-François, il tourne beaucoup de films pour la télé anglaise. C'est-tu un peu dans cette optique-là? Je ne sais pas comment on va le financer encore, en fait. Okay. Mais je coécris avec Anna Hopkins, qui avait joué dans mon dernier film, Les Maîtres du Suspense. OK. Il est une super auteure, une super actrice, mais aussi une auteure. Puis, on collabore ensemble. Puis, son anglais est top-notch. Fait que, ouais, pour écrire en anglais, il faut que tu sois quand même. Les dialogues, surtout, là, pour faire ça vrai. Ouais. Ah, mais c'est cool, ça. C'est des beaux projets, ça. C'est bien le fun. En tout cas, on essaie de meubler notre vie de choses qui nous excitent. Ben, c'est sûr. Mais en tout cas, on a bien hâte de voir les 5 autres épisodes de Patrick Sénécal présents. Ça, en tout cas, moi, je parle pour moi, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de lecteurs d'Horreur Québec qui ont bien hâte de voir ça. Hey, en tout cas, merci, Stéphane, d'avoir pris le temps. Ben oui, on est déjà fini. Hein, OK. Ben, c'est très le fun. Écoute, j'aime beaucoup ce podcast-là. C'est un honneur d'y participer. Puis, merci beaucoup. C'est très gentil, mon gars. Ah, ben, crime, ça me fait grand plaisir. Tu sais, moi, là, dans la vie, j'aime ça, la culture. J'aime les passionnés. Puis là, j'ai comme un peu trouvé un médium parfait pour mener des conversations le fun, puis de parler de plein de sujets connexes. Puis c'est ça, pas des entrevues, des conversations, des rencontres avec des gens comme ça. Fait que, en tout cas, j'ai hâte de te rencontrer en vrai, parce que là, ça déconfine. On peut espérer se voir en vrai. Très bientôt. Ben oui, excellent. Ben merci Stéphane, puis cool. On se reparle. D'accord, bonne journée. Bye bye tout le monde. Au revoir.